Cette cette notion conférence va d'hébergement. maintenant être enregistrée. En dehors de nos environnements. Donc on investit dans des infrastructures de cloud privé souveraines. Donc on a environ 700 collaborateurs, pour la moitié à peu près sur les activités historiques d'archivage, avec plus de 11 000 clients, plutôt sphère privée. Je dirais la sphère publique représente peut-être 20% des clients, qui vont de très très gros acteurs du CAC 40 jusqu'à des petits cabinets d'experts comptables, par exemple. Voilà. Alors, dans notre histoire, on a sur le tiers archivage, en fait, on est la consolidation de deux sociétés qui étaient Locarchive et Archiveco. Locarchive avait développé dès 77 des fonctions d'archivage physique avec tous les portails d'accès informatique derrière, et nous avions développé la première plateforme SaaS d'archivage électronique à vocation probatoire à l'époque, qui s'appelle Dexto. Archiveco avait développé également les prestations de l'archivage physique avec ses propres systèmes d'accès de type SIA. Il y avait plutôt une stratégie de croissance externe en faisant l'acquisition de March, en fait, qui propose aussi des solutions d'archivage électronique. Alors, initialement, toujours en open source. March a vraiment des produits en open source qu'ils ont déployés un peu comme dans le contexte d'Azalea. Je dirais qu'ils sont à peu près sur le même secteur de business. Ensuite, il y a eu des consolidations sur les filiales de BPO, numérisation et intégration de JED, pour constituer à partir de 2018 le groupe Xeliance. Voilà. Donc actuellement, on fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et on voudrait atteindre 50% de notre chiffre en digital, donc environ 120 millions d'euros d'ici 5 ans. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, ça montre à quoi nous sommes soumis en termes de problématiques de gestion du legacy, c'est-à-dire de l'ensemble des anciens systèmes et vers où on va. Donc en fait, on va être sur des éléments de stratégie, et notre problématique qu'on a eu avant même d'adresser le sujet de Vitam, c'était ça. C'est-à-dire que globalement, vous avez vu qu'on a fait l'agrégation de 5 entités qui avaient différentes solutions. Donc les deux tiers archiveurs, Locarchive et Archiveco, avaient monté des solutions. Nous, sur la partie Locarchive, on avait des solutions de portail d'accès aux archives physiques externalisées, des fonctions SIA pour des gestions d'archives de proximité et les systèmes d'archivage électronique. Et Archivec était une solution d'Archiveco qui faisait à peu près les trois mêmes fonctions. On a rajouté d'autres fonctions également avec l'acquisition de filiales via la GED, via la numérisation. Notamment, il y a un système, je n'ai pas parlé d'archivage, mais de stockage d'images qui contient environ 200 millions de documents issus des processus de numérisation, et des solutions type Paraffer, courrier qu'Adresse Marche. Donc en fait, l'idée, c'était notre problématique, c'est comment on met une cohérence en fait dans l'ensemble, et comment on va essayer de gérer des problématiques de décommissionnement d'anciens systèmes qui tombent progressivement en obsolescence. Donc l'idée, c'était de monter un projet où en fait on donne une expérience utilisateur unique via un portail à nos clients qui permettent d'accéder à l'offre, dont une offre d'archivage hybride, c'est-à-dire plutôt qu'avoir 3 systèmes qui gèrent 3 types de fonds de leur côté, donc 6 systèmes si on regroupe les deux filiales, qu'on n'en ait qu'un seul avec un référentiel documentaire unifié, et qu'on capitalise sur cette hybridation pour faire transiter nos clients qui sont en pur archivage physique vers des expériences digitales, parce que c'est un enjeu presque de survie pour notre entreprise. L'idée, c'est qu'on est persuadé que l'archivage n'est pas suffisant, il faut être dans une logique de record management et apporter plus de services. Donc c'est pouvoir avoir les services en complément, en amont, les services de collecte, les services de GED, de workflow, etc., en amont de l'archivage, donc pouvoir intégrer d'autres prestations verticales, sectorielles, horizontales, ou pourquoi pas développer des parcours custom sur des clients particuliers. Donc c'est vraiment une stratégie, je dirais, d'agrégation DSI, en se disant on ne va pas faire évoluer les anciens SI, mais en repartant d'une feuille blanche et en recréant un nouveau SI from scratch, et qui est plutôt avec une orientation SaaS, c'est-à-dire que l'idée, c'est pouvoir être dans des architectures modernes qui permettent justement de gérer ce qu'on appelle du multi-tenant, pour pouvoir gérer des centaines, voire des milliers de clients dans une même instance produit. En parallèle, on conserve les offres d'intégration TMA MCO qui peuvent être gérées soit sur notre infrastructure, soit directement sur des logiques d'intégration on-premise pour nos clients. Voilà, donc l'idée, c'était partir d'une stratégie, je dirais, d'offres, et se poser la question de savoir comment on allait développer ces produits portail et SaaS avec un cahier des charges. Donc le cahier des charges qu'on a eu, c'était de pouvoir
travailler le besoin, c'était ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est pas pareil de gérer 10, 100 millions de documents que gérer 1 milliard ou plusieurs milliards de documents. Il y a un facteur 1000 entre les deux, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'architecture, donc on a besoin de gérer des gros volumes, similaires à Vitam. Être sur un modèle économique compétitif, on partait d'expériences, on avait monté un SAE sur la base d'une souche OpenText LiveLink qui crée énormément de dépendances économiques en termes de gestion de version, gestion de roadmap, etc. On ne voulait pas retomber en fait dans une dépendance avec un éditeur privé. On a un programme d'investissement honorable, mais plutôt limité. On était à 6 millions d'euros. Donc, le pari était de savoir si est-ce qu'on pouvait recréer l'ensemble des fonctions, je dirais back-office et front-office pour 6 millions d'euros avec un objectif de livraison assez rapide, c'est-à-dire en un an, livrer un MVP accès à archives électroniques. Voilà, donc c'était quand même une ambition très forte. Tout en associant cette problématique de sécurité. Emmanuel en a parlé, mais elle est extrêmement importante dans la confiance numérique, c'est pouvoir passer tous les agréments d'aujourd'hui et de demain en termes de sécurité. Donc on a poké effectivement l'initiative Vitam avant qu'elle sorte dans sa version de production et on a choisi d'y aller pour intégrer le back-office, puisqu'il y avait eu déjà environ 16 millions d'euros d'investissement dans le back-office. Ça nous permettait de capitaliser sur le développement de l'expérience utilisateur et faire en sorte d'avoir des interfaces on-machine qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux fonctions exposées par Vitam. Pour pouvoir gérer ces fonctions utilisateurs, on a agrégé une autre initiative open source qui est mondiale, celle-là qui s'appelle CAS, Centralization Authentication Services, qui est l'équivalent d'un espèce d'Active Directory en mode open source et qui peut adresser des centaines de milliers d'utilisateurs. C'est typiquement ce qui équipe les espaces clients chez des banques ou des opérateurs téléphoniques. Donc en fait, on a fait l'agrégation entre un référentiel utilisateur et un référentiel documentaire. Voilà. Et le dernier élément de choix, c'était que tous les composants sous-jacents, donc ce qu'on appelle l'OpenStack sur la partie infrastructure, mais également tous les composants dont on a parlé tout à l'heure, les librairies, etc., soient dans une logique libre pour éviter d'avoir des coûts induits en fait d'exploitation, de licences, par exemple d'operating system, de moteurs de recherche, de choses comme ça. Voilà. Donc c'est important, c'est vraiment une orientation open source en fait qui a été faite pas que sur Vitam, mais également sur d'autres communautés que Vitam. Voilà. Donc la stratégie, en partant de ça, ça a été de dire, on ne sera pas sur une stratégie éditeur en fait où on va développer un produit logiciel, on va le revendre sous forme de licence et en fait où notre valeur est sur la revente de l'usage d'une propriété intellectuelle qui est du code, mais plutôt sur la valeur en fait du service qui permet d'exploiter ce code. Donc en fait, c'est important comme stratégie, c'est plutôt une stratégie opérateur qu'éditeur, en ayant également une politique de reversement sur les communautés open source et de pouvoir y contribuer. C'est-à-dire que plutôt qu'investir dans de la licence, on va investir dans de la contribution. Bon, ça pose aussi un effet de bord en termes de concurrence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reverse notre innovation elle peut être exploitée par un cadre concurrentiel. Donc ça, c'est le jeu. Mais ce jeu a une vertu, c'est qu'il permet à nos équipes de toujours être motivées pour avoir des longueurs d'avance et innover en avance. En fait. Donc en fait, c'est une forme de course à l'échalote, mais plutôt vertueuse, qui vise à pas rester statique et rester sur des modèles de rente sur des licences comme on peut le voir sur certains opérateurs privés. Voilà. Donc on avait une stratégie bien claire et on s'est lancé dans cette aventure. Je dirais un peu en parallèle d'autres acteurs, notamment le CEA dont a parlé Alice, le CINES, qui était un peu comme nous, qui devait migrer un système d'archives électroniques legacy vers un nouveau système, et l'initiative Vitam as a Service qui s'est montée ensuite. Donc l'idée, ça a été de s'associer pour pouvoir se répartir la tâche en fait de développement de l'ensemble des interfaces autour de Vitam. Et pour ce faire, en fait, Xeliance a reversé en fait toute la couche portail qui permet à la fois aux utilisateurs de pouvoir accéder à la solution, mais c'est également tout un framework en fait de développement des interfaces. Donc, on s'est mis d'accord sur les technologies, sur l'Angular, sur des frameworks de développement, sur des concepts produits, notamment autour des modèles d'habilitation et sur un design système communautaire. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on design une interface, on puisse faire en sorte qu'elle ne soit pas dépareillée en fonction de l'entité qui a développé l'interface. Donc, ce n'est pas que le portail, c'est vraiment tout un
dispositif, je dirais une usine à logiciels en fait qui a été reversée à ce moment-là. C'était assez important comme développement pour nous. On est sur un investissement supérieur à 1 million d'euros et un an de développement juste sur la couche portail, et qui a permis d'avoir un effet d'accélération. Et indirectement, on a bénéficié d'autres investissements qui ont été faits, par exemple, par le CEA sur toutes les fonctions d'administration qu'on appelle IHM Démo actuellement dans Vitam. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup d'apports en fait mutuels, hein, et c'est vrai que c'est une véritable optimisation financière. Là, vous voyez un exemple de à quoi ressemble le portail. En fait, ce portail, c'est la même chose que vous pouvez voir dans les environnements Office 365 ou Google Drive. C'est-à-dire, on a toujours des logiques de navigation avec un bandeau qu'on retrouve dans l'ensemble des applications. Ça permet de gérer des moteurs de thèmes pour mettre aux couleurs du client ou dans la langue du client pour la gestion du multilingue, et d'accéder à un catalogue d'apps qui sont modulaires, et chaque application a pu être développée par un contributeur différent. Ça présente beaucoup d'avantages. Déjà, c'est qu'on a assez peu de dépendance de roadmap entre nous, et on peut se dire qu'on peut avoir des usages un peu différenciés. Par exemple, nous, on a sur l'expérience de recherche utilisateur, on a disait quelque chose de simple qui était plutôt sur des utilisateurs finaux qui ne sont pas des archivistes, typiquement un service RH, un service compta, etc. Alors que dans VAS, ils ont redéveloppé une interface qui va peut-être un peu plus loin sur le niveau archivistique. Sur notre interface, on peut gérer des fonds hybrides sur le physique, mais la communauté n'était pas intéressée pour le moment pour intégrer ces fonctions physiques. Donc, on peut avoir en fait la même fonction qui est adressée de manières différentes, mais sans forcément remettre en cause la philosophie produit. Voilà. Donc, je trouve que cette architecture modulaire en fait d'écosystème d'applications est particulièrement adaptée à une communauté ou à une communauté qui a différents types de contributeurs. Sur la partie, pardon, j'ai un écran truc qui s'affiche là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Sur les contributions, donc on en a parlé, la principale a été sur le reversement de la couche portail. Préalablement, on avait versé également une petite contribution sur un connecteur qui permet en fait de reverser des logs externes. Et ça, c'est très important parce que ça permet en fait de pouvoir assurer la conformité, notamment par rapport aux normes 42013. Par exemple, quand vous créez un utilisateur dans le système, c'est important de pouvoir le tracer et le journaliser dans le système de journalisation de Vitam pour pouvoir être éligible aux certifications. Donc ça passe par ce log externe, mais c'est aussi quelque part une norme en fait que doivent appliquer tous les contributeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée une application avec des objets métiers, je dois réfléchir à la traçabilité et comment je fais rentrer cette traçabilité dans le système de gestion de la valeur probante de Vitam. Donc, ce sont des prérequis qui peuvent être mis justement dans les règlements de communauté pour pouvoir faire du développement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, on a fait des développements qui ont été financés par nos clients. Notamment, on a vendu une instance privative pour la banque BNP Paribas qui avait besoin de gérer des fonctions de gel d'archives. Donc, c'est une dérogation à la DUA pour des motifs juridiques, de séquestre par exemple, ou de loi particulière à la sphère bancaire, mais ça existe également dans le public. Donc en fait, indirectement, en fait, c'est BNP qui a financé en fait ces évolutions à la fois sur la partie socle qui a été pris en compte par le programme de la MAC, et des développements même normatifs au niveau du CEDA. On a un autre financement indirect par toujours BNP, mais également le CEA qui a eu le même besoin au même moment. C'est qu'à partir du moment où on a des très grosses volumétries d'utilisateurs, quand on dépasse les 10 000 utilisateurs, on a besoin d'automatiser en fait le provisioning, la création, modification et suppression d'utilisateurs dans le système. Donc là, c'est des fonctions qui permettent au moment de l'authentification de permettre, par exemple, si l'utilisateur n'existe pas, d'aller vérifier dans un référentiel tiers si on doit le créer et avec quel droit on doit le provisionner dans l'utilisateur. Il y a également un financement induit via VAS où on gère un développement autour de pouvoir ouvrir le portail sur des communautés comme France Connect Agent. Donc, on va implémenter d'autres protocoles. Je crois que c'est l'OpenID dans ce cas-là, pour pouvoir faire ce type d'interfaçage. Donc, on voit que c'est assez concret, en gros, les contributions. Il y en a d'autres qui sont dans le pipe. Il y a des contributions techniques. La contribution technique première, c'est gérer la problématique des commits. C'est-à-dire que, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est garantir un niveau de sécurité et de qualité du code satisfaisant.
dans un cadre communautaire, en fait, cette qualité, elle est validée par les pairs. C'est-à-dire, c'est les autres contributeurs qui vont vérifier les développements des autres et les valider avant qu'elles soient publiées. Donc ça, c'est une charge à prendre, hein, puisqu'en fait, on doit faire la revue de code d'autres contributeurs, mais également quand nous, on envoie du code, on doit attendre que les autres contributeurs les valident avant qu'il puisse être publié. Donc ça, c'est une charge, hein, faut la prendre en compte. On a travaillé sur des sujets comme la supervision de production. Alors là, je pense qu'on apporte une valeur particulière parce qu'on gère pas mal de production. Donc, c'est l'intégration de produits open source de type Prometheus et tout leur paramétrage dans un contexte Vitam, par exemple. L'amélioration de tout ce qui est usine à logiciel, donc en fait, la gestion des environnements de développement notamment, et tout ce qui est évolution technologique des composants sous-jacents. Par exemple, comme c'est nous qui avions fait l'intégration de CAS, quand il y a eu une montée de version de CAS, en fait, on a pris en charge justement les non-régressions sur la montée de version de cette nouvelle version. Pareil, si on fait des évolutions de langage, par exemple de Java, pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'avait demandé le CEA, il faut mettre à jour ces environnements-là. Pareil pour les frameworks de développement qui évoluent quasiment tous les ans. Donc, il faut qu'il y ait une forme de garantie que tout le monde reste à peu près cohérent sur les versions de framework de développement pour faire en sorte que quand il y a les commits, ça ne soit pas trop dépareillé. Donc, on voit qu'il y a quand même des contraintes à travailler en communautaire, que tout le monde reste à peu près au même niveau et qu'on s'entraide au niveau des contributions. Une autre type de contribution qui est un peu plus intangible, qui est le jus de cerveau, et ça nous en prend beaucoup, mais qui est très stimulant parce que justement, on réfléchit pas seul, on réfléchit en communauté. Donc, par exemple, on avait beaucoup travaillé sur la conception du design système communautaire de telle manière qu'on ait vraiment un effet waouh quand on utilise l'application et que ça soit vraiment ergonomique. Et c'est ce qui différencie, je pense, la partie Vitam UI d'autres systèmes du marché. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympa en termes d'utilisation et moderne. Et on s'est mis d'accord sur aussi un produit qui permet de gérer les maquettes et un design système communautaire qui s'appelle Figma. Alors, il faut savoir qu'on a mis en communautaire également de l'intangible qui sont les éléments de design, c'est-à-dire tous les composants de gestion des écrans et les maquettages et ces outillages-là. Donc, quand on commit une application, on va également committer les maquettes de telle manière à ce qu'un autre contributeur puisse reprendre ces maquettes pour faire des évolutions de version de ces applications. Voilà. Il y a un gros travail à faire sur la mutualisation des tests et QA, donc on avance dessus. Donc on a repris les choix qu'avait fait le CEA, notamment sur l'usage d'une application aussi open source qui s'appelle Squash, et travailler sur des automatisations de tests. On contribue au comité technique et fonctionnel dont a parlé Alice. On finance actuellement une étude sur réfléchir par anticipation à une augmentation des capacités et des performances autour de Vitam si on voulait aller beaucoup au-delà du milliard de documents. Voilà, il y a d'autres sujets comme l'optimisation des chaînes d'intégration ou des sujets un peu plus de R&D sur savoir comment on va adresser la conformité autour de l'archivage des signatures et des parcours de consentement. Vous voyez, donc tout ça, c'est quand même de l'énergie qui est mise en commun, mais l'avantage de le mettre en commun, c'est qu'on peut avoir des contradictions, on peut avoir une vision, quelqu'un peut en avoir une autre, on peut trouver des compromis et ça nous fait, je trouve, bien évoluer dans l'évolution du produit. Alors, pour finir, en fait, on a donc nous, Xeliance, on offre une solution qui est hybride, qui est à la fois libre et privée. On va retrouver les deux composants libres, donc bien sûr le back-office Vitam, mais toutes les interfaces Vitam UI, et on va rajouter en fait des compléments d'expérience utilisateur sur des couches privées. Alors, elles sont restées privées pour le moment. Alors, soit parce que c'est des pans fonctionnels que ne souhaite pas adresser Vitam, par exemple le périmètre de l'archive physique, ou des pans fonctionnels qui sont en cours de développement et pas suffisamment matures pour pouvoir les maintenir en communautaire. Mais c'est pas dit qu'à l'avenir on puisse pas aller plus loin sur faire des reversements de compléments en fait qui sont actuellement privés sur des fonctions open. Mais ce qui a vraiment de la valeur en fait, c'est gérer toute l'agrégation de l'ensemble de ces composants logiciels dans des packs qui sont cohérents et qui n'ont pas de régression et qui évoluent en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un composant évolue, on prend une responsabilité pour que le package soit cohérent et puisse être déployé dans les différents environnements de production, et notamment les environnements de production SaaS qui intègrent toute la partie infrastructure, mais également les services de release management, les services d'intégration, etc. Et le service fonctionnel, c'est-à-dire l'expertise archivistique qui permet de définir des stratégies de paramétrage du produit, d'intégration, d'interfaçage avec les sites des clients, etc. Voilà. Donc donc là, je trouve que ce schéma il montre en fait que c'est possible en fait de pouvoir à la fois être sur du
contributeurs en libre, mais tout en restant différenciant et pouvoir adresser aussi bien des contextes marchés qui sont la sphère publique ou la sphère privée. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Je crois qu'Emmanuel voulait réagir, justement, en profiter. Non, juste pour illustrer quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et qui n'est pas forcément compréhensible. Alors, c'était sur la diapo, mais c'est pas grave. Dans l'impression rétinienne, peut-être que ça restera. Au cœur, on voyait qu'il y avait une brique très violette foncée. C'est Vitam, le cœur, le back-office Vitam. Et c'est ce cœur qui est en licence Cécile V2. Et autour, il y a Vitam UI qui est en capsule et qui est aux bornes de Vitam. Et c'est cette partie du logiciel qui est en licence Cécile C. La différence, c'est l'aspect contaminant des deux licences. L'usage d'une librairie, d'un composant contaminant rend le logiciel qu'il utilise lui-même open source. Et typiquement, là, on est dans un cadre où si on utilise et on fork Vitam, le cœur, on doit le garder en open source. Si jamais on utilise ou on fork la couche violette, on est en open source, mais on n'est pas contaminé. Si on utilise la couche violette, on peut avoir des composants privés. Pour beaucoup, les licences contaminantes, ça peut être aussi un problème. Nous, on a un usage, je dirais, raisonné des différents types de licences par rapport à l'écosystème, et on veille à avoir un écosystème qui peut utiliser